Vas-y, Gauthier, à toi. Alors, Allume ton excuse-moi, je ne te présente pas parce que j'ai découvert ton nom dans le programme de Dominique, donc tu m'excuseras, mais tu vas te présenter toi-même, je pense. Non, ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est l'occasion pour moi de présenter un travail qui est en cours. Donc, je vous demanderai la plus grande indulgence sur les thèses que je vais vous présenter. Je suis donc doctorant en sciences politiques et plus spécialement en théorie politique. Et j'aimerais mener une réflexion sur les difficultés qu'il y a eu dans la philosophie politique à associer le travail, et dans la philosophie politique d'inspiration marxiste, le travail à la domination de la nature. Le point de départ de cette réflexion, c'est le fait qu'aujourd'hui émerge de la part de la société civile un ensemble de revendications, mais également de la part des mouvements sociaux, de personnes qui visent un travail qui soit respectueux de la nature. Or, quand on regarde un petit peu avec du recul ces revendications, on se rend compte qu'elles ont une relative originalité. Originalité d'un point de vue politique, quand on regarde la littérature sur les mouvements sociaux, où il y a eu, pour reprendre les mots de Paul Quilibert dans un ouvrage récent, Terre et Capitale, il y a eu une forme de division environnementale des luttes sociales, avec des organisations environnementales qui visaient à défendre la nature et des luttes syndicales qui visaient à préserver l'emploi. Or, dans cette division environnementale, la nature a souvent été considérée comme l'autre du travail et de la production, de la part à la fois des organisations environnementales et des organisations syndicales. C'est-à-dire que la nature était considérée comme ce qui doit être exploité, dominé pour permettre la production, pour permettre le travail de se réaliser. Donc, quand on voit cela, on se dit qu'il y a la possibilité de convergence entre ces deux formes de lutte sociale nécessite de penser un autre rapport entre le travail et la nature. Mais ce rapport, il se retrouve pas, enfin, cette dichotomie ne se retrouve pas seulement du point de vue de la littérature sociologique, elle se retrouve également dans la philosophie politique et dans la philosophie sociale. Du point de vue de les constituer en quelque sorte, depuis une sorte de méfiance à l'égard du marxisme notamment, dans la mesure où celui-ci aurait défendu une vision productiviste et légitimé la domination de la nature en se focalisant sur une émancipation par le travail. Et quand on regarde à ce titre la trajectoire d'André Gorz, elle est emblématique, où au début il se rattache à une forme de marxisme et il s'en éloigne peu à peu dans on pourrait appeler une forme de conversion écologique, en considérant que le marxisme est un projet fondamentalement basé sur la maîtrise de la nature et le développement des forces productives. Ça va l'amener, lui, à se consacrer sur justement des revendications en termes de réduction de temps de travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question de la réduction du temps de travail, mais pour lui, la réduction de temps de travail vient se substituer à la modification du travail et notamment à la modification du travail dans la relation qu'il entretient avec la nature. Comme le travail est pensé nécessairement comme domination de la nature, il ne peut plus être considéré comme un endroit de lutte émancipatoire. Or, selon nous, mon raisonnement va suivre deux axiomes. D'une part, un premier axiome qui considère que la crise environnementale nécessite de penser nos relations matérielles à la nature et que dès lors, le travail constitue un lieu privilégié pour modifier ce rapport à la nature en sortant d'une logique simplement productiviste. Alors, pour essayer d'éclairer ces enjeux, j'aimerais aborder la première génération de l'école de Francfort et cela pour plusieurs raisons. D'une part, première raison, le fait que son influence marxiste a impliqué à ses débuts une reconnaissance d'une centralité politique au travail. Deuxième raison, le fait qu'il y a la possibilité dans cette école de Francfort, notamment dans sa première génération, d'une prise en compte précoce des enjeux écologiques. Que cette problématisation des enjeux écologiques, de plus, s'est faite dans le rapport du travail à la nature à travers une critique de ce qu'ils ont appelé la raison instrumentale. Et enfin, le fait qu'aujourd'hui, on a une littérature abondante qui décide à revenir à cette première génération de l'école de Francfort pour traiter des enjeux environnementaux. Je ne vais pas citer cette littérature, mais elle est véritablement très, très abondante, avec notamment un retour à Adorno, mais qui a également une forme d'insuffisance dans ce retour aujourd'hui de la part de philosophes de revenir à cette première génération, puisqu'ils peinent à voir la difficulté inhérente à la conceptualisation du travail au sein de cette première génération qui rend difficile d'envisager une relation matérielle différente à la nature et qui s'écarte donc de la domination.
J'aurai donc un triple objectif dans cette présentation, et je me rends compte que le temps passe déjà très très vite, rien qu'avec mon cadrage. D'une part, montrer les limites de l'absolutisation du travail comme domination de la nature dans la théorie critique, en analysant comment cette absolutisation a mené à une impasse de la théorie critique sur les questions environnementales. Deuxième objectif, suggérer la possibilité d'un autre rapport à la nature dans le travail qui permettrait de dépasser les difficultés de cette théorie critique. Et enfin, analyser les conséquences politiques d'un tel concept de travail. Dans un premier temps, j'aimerais faire un retour sur la trajectoire de Horkheimer et de Adorno sur la question du travail et sur le retournement qui s'opère sur la question du travail entre les premiers écrits de Horkheimer et le début de sa collaboration avec Adorno. Ensuite, j'aimerais montrer la nécessité d'historiciser le travail, contrairement à la description transhistorique du travail élaborée par Adorno et Horkheimer. Et enfin, j'aimerais aborder l'apport de l'écoféminisme pour restaurer la possibilité d'une critique immanente au travail aujourd'hui qui soit adéquate à la question environnementale. D'abord, j'aimerais présenter le projet initial de Horkheimer qui est présenté dans l'article fondateur de 1937, Théorie traditionnelle et théorie critique, où Horkheimer définit la théorie critique par rapport aux théories traditionnelles. Les théories traditionnelles sont des théories qui ont deux caractéristiques principales. D'une part, le fait de se limiter à un domaine spécifique de la connaissance, c'est-à-dire à accepter une forme de division du travail de la connaissance. Et la deuxième caractéristique, qui est leur principale, c'est leur absence de réflexivité, c'est-à-dire qu'elles se pensent comme théories pures, détachées du contexte politique et économique dans lequel elles émergent. Ainsi, les théories traditionnelles seraient aveugles aux projets historiques dans lesquels elles s'insèrent et qu'elles contribuent pourtant à reproduire. Par contraste, Horkheimer entend défendre un projet de théorie critique, c'est-à-dire qui est capable de prendre pour objet la société dans son ensemble et qui est donc capable de cette réflexivité historique. Elle est engagée dans le monde de manière active en pensant ce dernier comme le résultat d'une certaine pratique sociale et donc comme capable de transformation sociale également. Or, pour mener à bien cette transformation sociale, la théorie critique a besoin de saisir le projet historique dans lequel les sociétés humaines sont engagées. Et au moment de son article fondateur, Horkheimer définit le projet historique dans lequel sont engagées les sociétés humaines comme le processus pratique, je cite, de reproduction par lequel l'espèce humaine se maintient en vie à travers un contrôle conscient de son environnement naturel et de son propre monde social. On voit que le modèle sur lequel calque Horkheimer son projet critique, ça correspond à un modèle de pratique sociale qui est compris sous la forme du travail, qui permet d'assurer un contrôle croissant sur l'environnement et dont la science et la technique seraient le prolongement. Horkheimer adhère en quelque sorte à une philosophie de l'histoire selon laquelle l'espèce humaine serait porteuse d'une domination progressive de la nature pour assouvir ses besoins. Ainsi, théorie traditionnelle et théorie critique se déploieraient dans ce même mouvement de l'histoire allant vers une domination croissante de la nature, mais la théorie critique entend s'inscrire consciemment dans ce projet de domination. L'objectif de la théorie critique va dès lors d'être d'allier les possibilités objectives d'une meilleure maîtrise de la nature, c'est-à-dire, dans des termes marxistes, assurer le développement des forces productives, en remettant en cause l'ordre établi, c'est-à-dire la propriété privée qui empêche l'accroissement de la domination de la nature, en alliant ces possibilités objectives à des possibilités subjectives, c'est-à-dire des groupes sociaux prêts à remettre en cause la propriété privée et les rapports sociaux capitalistes. Et ces groupes sociaux, à cette époque-là, ils sont très clairs pour Horkheimer, c'est le prolétariat. Donc, il s'inscrit véritablement dans une théorie marxiste qui vise à rationaliser, à accroître la domination de la nature en cherchant à regarder dans les possibilités de transformation sociale également les possibilités subjectives. Mais ce projet-là, il va rapidement être enterré par Horkheimer avec sa collaboration avec Adorno et la publication de la dialectique de la raison. Alors, je ne vais pas rentrer sur les causes de ce retournement. Il y a l'expérience du nazisme qui joue un rôle très important chez lui. Sa collaboration avec Adorno aussi, où la problématique de la nature est bien antérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet de la théorie critique va changer radicalement à ce moment-là. C'est-à-dire que l'objectif va désormais être de comprendre comment les Lumières, la raison, a pu se tourner en son contraire au point d'aboutir la barbarie nazie. Ici, l'histoire est totalement renversée, elle devient le lieu de déploiement d'une domination totale. C'est pour ça qu'on a pu l'appeler philosophie négative de l'histoire. Or, sur l'origine du déploiement de cette domination et de la raison, il y a le fait que la civilisation occidentale s'est émancipée de la pensée mythique, c'est-à-dire qu'il pensait l'appartenance de l'homme à la nature, où l'homme était même dominé par cette nature.
donc le passage de la pensée mythique à la raison. Or, Horkheimer et Adorno, ils vont définir la raison justement comme cette sortie du mythe par une domination de la nature interne et externe. Domination de la nature interne et externe qui va se finir au final par se retourner contre l'homme avec la raison instrumentale. Donc, au cœur de la critique, on trouve désormais une mise en cause de la raison comme raison instrumentale qui soumet la nature. On a donc une critique du travail comme raison instrumentale. Donc, on voit que c'est le même travail que dans le premier temps de la théorie critique, mais là où il était investi positivement dans ce premier moment, il est investi négativement, où le travail et la raison instrumentale sont vus comme les causes des totalitarismes, du totalitarisme nazi. Et donc, il y a un retournement complet de l'investissement du sens du travail. Il est maintenant connoté comme très péjorativement. Alors, il y a des personnes qui aujourd'hui considèrent que ce passage de la dialectique de la raison permet d'élaborer une théorie critique écologique en disant que ce qui serait visé serait la forme instrumentale que revêt la raison et le travail sous le capitalisme, donc ce serait une forme de raison instrumentale bourgeoise et non pas transhistorique. De mon point de vue, c'est une idée qui est beaucoup plus difficile à défendre parce que le raisonnement de Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison montre plutôt que la domination de la nature est un besoin qui est ancré anthropologiquement et qui résulte de la peur d'une nature qui est perçue comme surpuissante, avec une impuissance qui est double, c'est-à-dire une impuissance matérielle de l'homme dans une situation de dénuement à l'égard des forces naturelles, et une impuissance spirituelle d'une nature qui est perçue comme étant donnée de forces surnaturelles, donc ce qui est le propre de la pensée mythique. Et donc, tout le but de la raison et du travail, parce qu'il y a véritablement une assimilation du travail à la raison dans la dialectique de la raison, elle va se dérouler, le dépassement de cette impuissance, il va se dérouler dans deux domaines, dans deux processus. D'une part, une aliénation à l'égard de la nature, alors que le rapport mythique originaire à la nature était basé sur l'imitation, on va avoir une distanciation entre le sujet et l'objet qui va permettre la domination. Donc la connaissance et le travail vont supposer cette distanciation, ce qui va permettre le déploiement de cette attitude instrumentale. Mais de plus, on va avoir la production d'une nature abstraite et désincarnée, ce qui va être amené à une forme c'est-à-dire que la nature devient une matière inerte, informe, à laquelle le travail se voit dédier la tâche de lui imposer une forme. C'est une forme de la mort de la nature, pour reprendre les termes qu'utilisera Caroline Merchant plus tard. On voit dès lors que la domination de la nature se voit attribuer une caractéristique transhistorique, et caractéristique transhistorique qui est également rattachée au travail et qui est rendue nécessaire par l'impuissance de l'homme à l'égard des éléments naturels. Et au final, cette stratégie d'exposition de l'ouvrage va rendre inconcevable la possibilité d'une abolition de la relation instrumentale à la nature et aussi une négation d'une possibilité d'une émancipation par le travail, ce qui va amener par la suite Adorno à se tourner vers la question de l'esthétique pour penser la question de l'émancipation, ce qui va amener à une certaine forme de désengagement vis-à-vis de la question de la pratique. Je vais passer sur la question du rapport de Adorno à l'esthétique, puisque là, je pense que je n'aurai pas du tout le temps, mais on pourra peut-être en discuter plus tard. Donc, ce que l'on a vu avec ce retournement entre la première et la deuxième génération, ce retournement entre le début de cette première génération et la fin de cette première génération de l'école de Francfort, c'est qu'il y a eu une difficulté à articuler un projet issu de la tradition marxiste qui reconnaît une centralité politique et normative au travail, et un projet qui vise à s'émanciper de la domination et de la destruction de la nature. Et que cette difficulté d'articulation, elle tient à l'association par Horkheimer et Adorno du travail à la raison instrumentale et donc à la domination de la nature. Au final, cette première génération, elle nous laisse avec un dilemme insoluble. Soit on a une théorie critique qui reste basée sur un projet de transformation sociale qui cherche à accroître la domination de la nature et qui va même déplacer la question de l'émancipation sociale. C'est un peu ce qu'on va retrouver chez Habermas et un peu chez Honneth avec une série de déplacements. Soit une critique mélancolique qui dénonce cette domination de la nature, mais qui n'arrive pas à imaginer son dépassement hors de la sphère esthétique. Donc, il nous laisse dans une forme d'impuissance pratique vis-à-vis des questions environnementales. Donc, si on veut élaborer une théorie critique écologique qui serait adéquate aux enjeux contemporains aujourd'hui, elle devrait repartir de cette problématique inhérente à cette première génération,
en cherchant au niveau des possibilités objectives la possibilité d'un autre rapport à la nature dans le travail. Il serait dès lors nécessaire d'historiciser le travail comme domination de la nature en montrant que cette domination elle est le produit des rapports sociaux capitalistes et qu'il est donc possible d'instaurer une relation différente à la nature. Et enfin, au niveau des possibilités subjectives, il faut réfléchir à des subjectivités politiques qui seraient porteuses de cet autre rapport à la nature. Si je vais essayer de m'en tenir à une vingtaine de minutes, je vais passer rapidement au niveau des possibilités objectives, parce que je pense que ça a été bien montré d'ailleurs par les interventions précédentes, que la destruction de la nature est le produit de rapports sociaux capitalistes, c'est-à-dire au niveau de la production de la nature abstraite que j'ai pu mentionner avant. Je me référais par exemple au travail de Gérard Granel qui a montré comment le capitalisme était gouverné par une logique d'infinité qui fait qu'il modifie totalement son rapport à la nature, c'est-à-dire qu'il la transforme en quelque chose de parfaitement quantifiable, substituable, mis au service de l'accumulation. Et sur la question de l'aliénation à l'égard de la nature, c'est-à-dire d'une distanciation d'un sujet et d'un objet, je renverrai là plutôt à la lecture par Frank Fischbach des manuscrits de 1944 dans une trilogie qu'il a sortie chez Vrin, Sans objet, et La privation de monde, et le troisième ouvrage m'échappe, mais où il a bien montré comment c'était des rapports sociaux capitalistes qui amenaient Marx à une réflexion sur l'aliénation à l'égard de la nature dans les manuscrits de 1944, c'est-à-dire un détachement de l'homme à l'égard de ses conditions de production, et qui résulte de trois facteurs principaux: la dissolution du rapport à la terre comme condition naturelle de production, la séparation de l'individu avec ses instruments de travail, et enfin la séparation de l'homme avec son activité. C'est-à-dire la production du travailleur comme simple puissance de travail amène à un détachement de ses conditions naturelles de production. Mais dans ces théories qui montrent la manière dont les rapports sociaux capitalistes sont responsables de la question, de la domination de la nature et du rapport à la nature dans le travail, il y a toujours une forme d'échec à suggérer la possibilité d'une autre relation à la nature en rompant avec les rapports sociaux. Enfin, ils insistent sur le fait qu'il faut rompre avec les rapports sociaux capitalistes, mais on perd cette notion inhérente à cette première génération de l'école de Francfort d'une analyse des possibilités immanentes de transformation sociale, c'est-à-dire la nécessité également de se baser sur des formes sociales, sur des forces sociales agissantes et sur des possibilités de transformation. Et c'est là où j'aimerais, sur la fin de cette intervention, questionner l'apport aujourd'hui de l'écoféminisme pour penser ces questions. Parce que, alors, je précise que je mobilise je me réfère à une petite partie de l'écoféminisme, qui est un courant qui est très complexe, qui est pris dans un ensemble de courants différents, et je me réfère à un écoféminisme plus matérialiste avec les travaux, par exemple, d'Ariel Salé, de Stefania Parca, de Silvia Federici, ou encore de Caroline Merchant. C'est-à-dire que l'écoféminisme passe sur la réflexion sur l'idée qu'il y a eu une association des femmes et de la nature et qui a légitimé leur domination conjointe avec une féminisation de la nature et une naturalisation des femmes, mais qu'à l'heure de la crise environnementale, il est possible de retourner cette assignation stigmatisante en faisant une force pour penser une autre relation à la nature. Une assignation qui est retournée, mais pas du tout de manière acritique. Walplemuth parle d'ailleurs d'affirmation critique du lien entre femme et nature, donc une forme d'essentialisme stratégique, comme dirait Spivak. Et en fait, au cœur de cette question-là, on trouve l'idée que les femmes ont toujours été assignées à des tâches reproductives, c'est-à-dire perçues comme plus proches de la nature ou basées sur la reproduction de la vie, ce qui se retrouve par exemple dans la surreprésentation des femmes dans les tâches de subsistance, notamment dans les pays du Sud, ou dans les professions du care dans les pays capitalistes. Et donc, derrière cette théorie-là, on a l'idée que la production capitaliste ne peut émerger que sur la base d'un ensemble de tâches reproductives qui visent à maintenir la société dans ses dimensions matérielles, mais également affectives. On a donc l'idée que les femmes ont été assignées à des formes de travail qui sont porteuses d'une rationalité qui se distingue de la rationalité instrumentale, parce qu'elle n'est pas basée sur la question de la production, mais justement sur la question de la reproduction. Et d'ailleurs, ces tâches-là sont souvent exclues de l'affaire marchande.
Et donc, chez l'écoféminisme, on trouve l'idée qu'il y aurait des formes de travail, et ces formes de travail-là, par exemple dans le travail du care, qui seraient porteuses de grammaire normative, pour reprendre les termes de Nancy Fraser, non marchande, et qui constitueraient la base, indiquerait même la direction d'un projet de transformation sociale. Il y a donc un grand intérêt de l'écoféminisme, je pense, à s'allier avec la pensée marxiste pour penser la question d'une autre forme de travail, puisque l'écoféminisme il nous propose de penser une forme de travail différente de cette raison instrumentale et de la domination de la nature qu'elle implique, et insiste sur un ensemble de tâches reproductives et de rapports à la nature qui sont impliqués par ces tâches reproductives. De l'ensemble de ces formes de travail, elles tirent, ces autrices écoféministes, un paradigme qu'elles appellent reproductif comme nouveau projet politique émancipateur. Et enfin, elles fondent cette possibilité objective de transformation, ce paradigme reproductif, sur un ensemble d'expériences vécues aujourd'hui par des groupes qui sont subalternes ou subalternisés, ce qui fait donc de l'écoféminisme, je cite Stéphanie Abarca, un outil inestimable de subjectivation politique. Donc, je pense donc que l'écoféminisme représente aujourd'hui une contribution fondamentale pour sortir de l'ornière écologique dans laquelle est rivée la théorie critique et qu'elle permet justement de reconnecter la question des possibilités objectives et subjectives de transformation sociale. D'un point de vue plus proprement politique, j'aimerais finir là-dessus, ça nécessite bien sûr de considérer la reconfiguration des alliances politiques et donc l'émergence peut-être d'un nouveau sujet révolutionnaire qui se distingue de la simple classe ouvrière qu'a longtemps porté le marxisme. Et c'est par exemple le projet de Stéphanie Abarca, qui considère qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une approche intersectionnelle des formes de domination et de penser de penser la constitution d'un ensemble de sujets qui sont rattachés à la reproduction, un sujet qui serait constitué de différents acteurs situés aux marges du capitalisme et du pouvoir politique, qui comprendraient les femmes, les personnes racisées, mais également les vivants non humains, et qui n'ont aujourd'hui pas voix au chapitre. Et donc, il faudrait penser, d'après Stéphanie Abarca, un ensemble de luttes qui n'ont pas seulement pour objet de défendre le développement des forces de reproduction, et donc de forces de reproduction, de la défense d'emplois salariés, mais également l'ensemble de sujets qui sont mobilisés pour la déférence de l'environnement de travail qui comprendrait à la fois des emplois salariés, il ne s'agit pas d'opposer totalement ces questions-là, mais plus généralement de penser le territoire comme ce qui permet la reproduction du corps social. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant dans cette question, c'est que ça laisse la question des alliances politiques ouvertes, ainsi que la forme, bien sûr, qui nécessite de se poser, que pourrait revertir une telle réorganisation de l'économie. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Et merci Gauthier de cette intervention dans laquelle moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc peut-être que je vais être mal placé pour avoir une discussion de fond avec qui atteint le niveau auquel tu nous as invités à aller. Bon, je vais donc modestement introduire cette discussion en posant 2 ou 3 questions. Si j'ai bien compris la partie de l'exposé que tu as fait sur l'école de Francfort dans ses différentes versions, donc on aurait affaire à un dilemme quasiment insurmontable, d'ailleurs c'est le terme que tu as employé, la négation, dilemme insurmontable parce qu'il y aurait l'impossibilité de mettre fin à cette fameuse raison instrumentale. Bon, mais alors, pour sortir donc de cette impossibilité, tu as avancé l'idée qu'il y aurait la possibilité de rehistoriciser le travail. Et alors, ça m'a fait penser à une chose, donc voilà ma question sur ce point. Quid alors de la distinction que Marx faisait entre le procès de travail en général et le procès de travail capitaliste, dans lequel cette raison instrumentale est appliquée à fond. Donc, si on conserve l'idée qu'il y a un double aspect dans le travail, un aspect historique, parce que le travail doit toujours être considéré comme mis en œuvre dans le cadre de rapports sociaux bien définis. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut conserver l'idée qu'il y a une forme, alors comment le dire, anthropologique du travail et qui pourrait... L'humanité a besoin de travailler pour répondre à ses besoins. Donc, comment à la fois tenir compte de cette dualité et en même temps repasser par la case rehistorisation du travail. Est-ce que cette rehistorisation du travail signifie qu'on met de côté l'autre aspect ou bien est-ce que c'est une nouvelle articulation entre les deux? Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, alors c'est sur la fin de ton intervention, qui malheureusement donc, a été écourtée par l'horloge, sur l'apport que pourrait apporter l'écoféminisme. Je me suis posé la question, si le fait que les femmes soient donc le plus souvent, quand on est à l'aspect reproductif, le fait de réhabiliter cela, en quoi ça fait perdre le côté instrumental? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt la construction d'une autre raison pour servir d'autres objectifs? Il y a toujours cette idée de ça sert à quelque chose, pour le dire avec des mots simples. La troisième question m'est venue là aussi à la fin de ton exposé, que tu n'y as pas fait allusion, mais ce que tu as dit sur les vivants non humains m'y a fait penser. Est-ce que tu as une position sur l'idée qui est maintenant extrêmement fréquente dans le débat public sur l'attribution de droits à la nature qui serait transformée en une personne qui serait donc, à qui serait donc possible de conférer des droits? Donc, est-ce que cette reconstruction du rapport à la nature passe par là? Ou dit dans le terme marxien, est-ce que le métabolisme dont parlait Marx par rapport au rapport du travail humain à la nature, est-ce que cette relation métabolique exigerait que l'on attribue des droits à la nature? Alors, merci beaucoup pour ces 3 questions. Sur la question du rapport travail anthropologisé versus travail historicisé, dans le débat aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même les tenants de la critique de la valeur qui disent qu'il n'y a que sous le capitalisme qu'on travaille. Et que moi, je ne suis pas du tout sur cette position-là. Je pense qu'il faut historiciser le travail sous le capitalisme, mais ça ne veut pas dire que demain, on ne travaillera pas. Et d'ailleurs, il y a une très bonne critique, enfin une très bonne recension critique de Dominique Méda sur l'ouvrage de Poston, Temps, travail et domination sociale, où elle montre que lui veut sortir du travail, mais pas forcément de la relation productive à la nature par ailleurs, parce qu'il mise beaucoup sur l'automation qui va permettre de dépasser à la fin la valeur, quoi, comme critique immanente à la valeur. Et elle dit, mais du coup, on ne sort pas forcément du productivisme. On sort du travail, mais on ne sort pas du productivisme. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que justement chez Marx, on a dans la question du process de travail, et il y a un ensemble d'études très très en marxisme environnemental qui s'est intéressé notamment à la manière dont Marx a lu les scientifiques de son temps, notamment les agronomes de son temps. Alors ça a déjà été montré il y a une vingtaine d'années par John Bellamy Foster, etc. Mais il y a encore des ouvrages plus récents qui sont vraiment allés, notamment de Kohei Saito, qui est allé voir dans les carnets de notes de Marx et dans sa lecture des agronomes. Et il a montré que Marx avait montré un grand intérêt sur la manière dont le capitalisme instaurait un rapport très particulier à la nature, donc, et la manière dont il détruisait justement ce métabolisme. Donc du coup, le métabolisme serait par le travail une forme de donnée transhistorique, mais la forme qu'il revêt est très variante selon les rapports sociaux qui l'organisent. Elles n'ont pas du tout les mêmes effets sur la nature. Donc voilà, sur cette question-là, je suis pour quand même que on considère qu'on aura toujours besoin de travailler. Et justement, moi, c'est pour éviter la sortie du travail de la part des mouvements environnementaux que j'essaye de remettre cette question-là en disant la question, c'est la manière dont on aborde le travail. Sur la question de la raison instrumentale et de l'écoféminisme, genre pourquoi est-ce que les formes de travail écoféministes ne seraient pas orientées vers servir à quelque chose, etc., c'est que la raison instrumentale n'est pas forcément servir à quelque chose, mais c'est une forme de raison qui a des propriétés très spécifiques. C'est-à-dire que ça amène à une véritable scission entre sujet et objet, donc où l'objet n'est pas du tout regardé pour ses qualités, etc., mais c'est véritablement au sujet de le former. Donc il y a également un détachement émotionnel, ce qui est montré par le travail de Adorno et Horkheimer. Et
la raison instrumentale, elle est totalement aveugle à ses moyens. Elle poursuit ses fins en étant totalement aveugle à ses moyens et à la manière dont ils peuvent se préserver, etc. Donc, je ne pense pas que les tâches reproductives, justement, on puisse leur appliquer la caractéristique de raison instrumentale. Et justement, peut-être que toute la crise du care qu'il y a aujourd'hui, la crise de l'hôpital public, etc., c'est qu'on essaye de marchandiser, donc de développer cette raison instrumentale à des formes de travail qui, normalement, ne les contiennent pas. Et là, il y a une contradiction fondamentale qui est éprouvée par de la souffrance également de la part des gens qui travaillent comme ça. On peut certainement l'analyser là-dessous et sur aussi les termes de marchandisation, etc. Sur la troisième question des droits à la nature, je dois dire que je ne suis pas du tout expert de ces questions-là. J'ai du mal parfois à m'y situer. Euh, dans les ouvrages, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, il est vrai qu'il y a une première question quand on parle des droits à la nature en général, enfin, en tout cas une des premières critiques qu'on fait, c'est que c'est totalement fictif, la nature ne peut pas se défendre, etc. Ce à quoi beaucoup de juristes rétorquent, c'est pas plus stupide de reconnaître une personnalité juridique à un fleuve qu'à une entreprise qui n'est pas non plus une personne en elle-même. Le droit permet beaucoup de choses, de reconnaître des personnalités juridiques à des sujets fictifs, et c'est même le premier sens de personne, c'est ce qui se distingue de l'individu, quelque part. L'individu corporel, la personne, elle est totalement déconnectée en droit. Donc, effectivement, je pense que c'est des questions très difficiles qui se posent. Je n'ai pas du tout les compétences je m'y intéresse un peu. Là, j'ai vu qu'il y avait un ouvrage qui était sorti récemment sur la possibilité de reconnaître une personnalité juridique à la Loire, il me semble. Il y a eu un ouvrage collectif qui est sorti sur ces questions-là, que je n'ai pas encore lu, malheureusement. Mais je trouve que c'est des débats très intéressants parce que ça questionne aussi qui a le droit d'être le porte-parole, par exemple, d'un fleuve. Est-ce que c'est les gens qui l'exploitent? Est-ce que c'est les gens qui s'y baladent? Enfin, voilà, il y a tout un ensemble d'attachements différents. Et voilà, c'est des questions très difficiles que je voudrais surtout pas trancher. Pour ton information, la revue AOC a publié un texte la semaine dernière de l'auteur de ce livre que publie là, ces jours-ci Les liens qui libèrent. Et j'ai proposé une réponse à ce texte à AOC qui, semble-t-il, a accepté, qui devrait paraître. D'accord. Je dirais ça avec intérêt. Merci pour tes réponses tout à fait intéressantes. Hein. Je vais laisser la parole à la salle puisque l'heure tourne. Parlez assez fort pour qu'il entende. Oui. Juste un point. La nature a besoin d'être défendue, certes, dans le court terme, les problèmes ne se posent pas de la même façon que sur le long terme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la nature, c'est l'équilibre métastable. 3-4 milliards d'années, tout s'est organisé, a fini par s'équilibrer avec des destructions, des apparitions de destructions. Donc, la nature est capable de se défendre sur le long terme. Sur le court terme, effectivement, c'est peut-être un problème qui peut être discuté beaucoup plus précisément et efficacement. Tu as entendu la question de la temporalité là? Oui, oui. C'est-à-dire que la nature est capable si j'ai bien compris, c'est que la nature est capable de se régénérer sur le long terme. Sur le long terme, voilà. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais même la question qui se pose, c'est aussi dans quelle nature est-ce qu'on veut vivre, hein. Et même dans quelle nature est-ce qu'on peut vivre. Il y a deux questions. Dans quelle nature on veut vivre et c'est dans celle où on peut vivre certainement. Et c'est pour ça, effectivement, que la question est si urgente, parce qu'on voit déjà les problématiques de dérèglement climatique, mais aussi de pollution, etc., qui touchent d'ailleurs les classes avant tout populaires. Et c'est pour ça que c'est aussi une question importante d'un point de vue social, hein, sur le court terme, déjà. Oui, Marie-Claude, est-ce que si des gens qui sont sur Zoom veulent parler, manifestez-vous d'une manière ou d'une autre? Marie-Claude? Oui, je voulais simplement la question de l'écoféminisme qui disons, je connais mal en fait,
j'ai vu que Delphine Batho et puis Sandrine Rousseau se réclamaient de l'écoféminisme. Est-ce que c'est simplement une étiquette ou d'après ce que dit Gauthier, il me semble que c'est que ça. Et moi, je suis assez perplexe quant à la revendication, quant au fait que l'on adosserait, disons, cette nouvelle idée, cette nouvelle orientation sur le CARE, par exemple, et sur l'association qui peut être faite du travail des femmes au CARE ou aux tâches reproductives. C'est une chose de constater qu'elles ont été vouées à ça, c'est une chose de dire qu'elles en souffrent, c'est une autre chose, d'après moi, d'asseoir une stratégie sur cette chose-là ou uniquement sur cette chose-là, peut-être. Voilà, c'est une question, hein, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, je connais mal. Gauthier? Oui, alors sur les questions, sur l'écoféminisme, c'est vrai que je suis passé très très vite, je suis content qu'on y revienne dans la discussion. Déjà, il y a plusieurs choses dans la question. Sur la question de l'étiquette politique qui a pu être mise dans la primaire des Verts sur l'écoféminisme, je suis assez sceptique sur l'affichage qui a pu en être fait, où il y avait peut-être un effet de volonté de surfer un petit peu sur une mode éditoriale et intellectuelle qui a eu ces derniers temps en remettant ce terme au goût du jour. Et je ne connais pas suffisamment les programmes de Delphine Batho et Sandrine Rousseau pour vraiment me prononcer sur la possibilité de leur mettre cette étiquette-là. J'ai vu qu'elles l'avaient revendiquée, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. D'une part, il y a une chose qui est importante à dire dans l'écoféminisme, c'est que la majorité de l'écoféminisme ne considère pas que l'association care, femme, nature, etc. est quelque chose de biologique ou de naturel, entre guillemets. C'est-à-dire que elles analysent bien les processus sociaux et historiques d'assignation qu'il y a eu des femmes à ces questions-là. Sur ces questions-là, je renvoie notamment à l'ouvrage de Federici sur les Caliban et la sorcière, qui est très, très intéressant, qui montre comment, à un moment, on a laissé les femmes à la maison et on leur a interdit certaines professions, etc. Et cette assignation, pardon, elle n'est pas le seul fait du capitalisme, elle est bien intérieure à celui-ci. Oui, alors, oui et non, parce que Silvia Federici montre quand même que, par exemple, au Moyen-Âge, les femmes étaient beaucoup plus libres qu'à l'ère bourgeoise. Et qu'il y a des professions qui étaient nettement moins féminisées. C'est vrai qu'il y a une domination patriarcale qui est antérieure, mais qui ne se prenait pas dans les mêmes coordonnées que le capitalisme. Par exemple, Silvia Federici montre que c'est bien à un certain moment où où le capitalisme est naissant et a besoin de force de travail, que les femmes sont obligées d'aller déclarer leur grossesse à l'état civil. Qu'avant, on laissait faire des avortements, les femmes avaient une bien meilleure maîtrise de leur sexualité. C'est à partir du moment où on a besoin d'une force de travail supplémentaire où on va commencer à contrôler la sexualité des femmes, par exemple. Là-dessus, c'est des questions très intéressantes. Et en fait, le propre de l'écoféminisme, en fait, c'est une analyse. L'analyse de Fraser, en fait, elle est plus polanyienne que marxiste quasiment. C'est-à-dire qu'elle considère que la société, elle a besoin de tâches reproductives à chaque fois pour se reproduire de toute manière. C'est pas propre au capitalisme d'avoir des tâches reproductives. Et par exemple, il y a une écoféministe matérialiste, Marie Mellor, qui dit il faut que le marxisme se saisisse des questions de reproduction pour réfléchir à la manière dont il va organiser la reproduction. Et il considère que elle considère que le paradigme reproductif doit être l'objectif d'un projet marxiste aujourd'hui, mais elle ne dit pas du tout que ça doit être réalisé que par les femmes. Attention, elle dit simplement qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui le font, pas de manière biologique. Elle le dit, c'est pas du tout rattaché à des caractéristiques biologiques des femmes qui seraient proches de la nature, du fait d'enfanter, etc. Pas du tout. Mais elle dit qu'il est nécessaire de prendre en charge ces questions-là, d'en faire une question politique. Et à l'heure de la crise écologique, il faut peut-être recadrer notre modèle de développement plutôt sur ces tâches de reproduction que sur des tâches de production.
Voilà, je ne sais pas si la personne est satisfaite de ma réponse. Je peux pas l'avoir, mais en fait, c'est une valorisation, c'est une valorisation de ces tâches-là. Oui, non, mais c'est intéressant. Bon, Mais merci beaucoup. voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir, soit dans la salle, soit par Zoom? Par Zoom, là, je fais le tour. Jacques, Gaïa, Nathan, non? Et dans la salle? J'aurais bien posé une question. Ah, Jacques, vas-y, Jacques. Alors, rapproche ton micro de la bouche, encore. C'est sur ce concept de raison instrumentale. Alors, voilà, on verrait émerger dans l'histoire une raison instrumentale. Moi, je récuse complètement ce concept. En alternative, j'avance celui d'instrumentalisation de la raison. C'est-à-dire que ce qui apparaît avec le développement de ce qu'on appelle le capitalisme, et bon, pour moi, c'est un obstacle épistémologique parce que on oublie complètement l'autre volet. Pourquoi? Bon, alors, bon, ça, je ne peux pas l'expliquer, mais l'autre volet est aussi important pour l'écologie. Bon, mais disons que ce qui monte, c'est le fait que notre raison sociale en tant que principe d'organisation sociale, au-delà de la coopération immédiate, du discours, de la coopérative, de l'homme seul avec lui-même, il n'est jamais avec lui-même, il est toujours d'autres, il est toujours avec d'autres. Il y a un certain nombre d'institutions, le don contre don, etc. Mais ce qui émerge avec la société moderne, c'est que les deux grands facteurs de coopération sociale, au-delà de la coopération immédiate, c'est le marché et l'organisation. Et ça, c'est notre raison sociale. Et ce qui se passe, c'est que notre raison sociale se trouve instrumentalisée par ceux qui monopolisent la propriété. Ils arrivent à instrumentaliser le marché, et ce, dans la mesure où on monopolise la compétence institutionnellement attribuée, ce qui est dans le cadre du socialisme réel, eh bien, on instrumentalise l'organisation. Et les deux instrumentalisations sont terribles. Quand on ne veut pas reconnaître que l'URSS était un pays socialiste réel, c'est parce qu'on ne se représente pas de quel crime est capable le socialisme. Et ça vaut aussi pour la Chine, d'une certaine manière. Mais voilà, en réalité, on a différents régimes, mais ces régimes d'hégémonie instrumentalisent à des niveaux divers de notre raison sociale. Bon, pour moi, le terme de raison instrumentale n'est pas du tout productif. Il n'oriente pas vers la compréhension des processus historiques, ni vers des stratégies, etc. Voilà. Bon, je ne sais pas une critique que je vous apporte à vous. Je l'apporte aux théoriciens de l'école de Francfort, à Habermas aussi. Voilà. Gauthier, tu veux réagir? Non, je prends des notes plutôt. Non, mais c'est une question très, très intéressante, effectivement. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a le problème certainement chez Horkheimer et Adorno, en tout cas dans la dialectique de la raison, c'est que la raison n'est que instrumentale. Enfin, eux, ils ne disent pas qu'il y a une instrumentalisation de la raison, mais c'est que la raison est forcément instrumentale. Et ça a certainement été à un moment une limite à un projet critique où de toute manière, à la fin de leur ouvrage, ils ont un raisonnement qui est très, très, très circulaire et qui n'arrivent pas à en sortir. Donc forcément, c'est qu'ils ont mal agencé les termes à un moment, très certainement. Merci. Alors, une ou deux réactions pour terminer la séance, oui. Par rapport au problème d'avant, le problème de la nature, la femme, le droit des droits de la femme. Alors moi, les femmes. Oui, non. Oui. La nature, le vivant, c'est l'organisation de la matière. Et à un moment donné, effectivement, la matière organisée a essayé de se multiplier. Il y a eu la scission parité, il y a eu, c'est-à-dire un coupe en deux, puis
Et la nature a organisé, a inventé la reproduction sexuée. Alors, par rapport à ça, effectivement, je crois que ce type d'organisation du vivant est fondamental. Mais à partir de là, ça représente une responsabilité particulière d'organisation où effectivement l'homme et la femme et l'homme doivent être bien, enfin, les droits doivent être équilibrés, doivent être respectés, sinon ça ne va pas. C'est essentiellement humain à ce moment-là. Ce n'est pas par rapport à la... Merci. Gauthier, tu veux réagir tout autant. Christian, tu voulais dire quelque chose? On n'a pas le temps. Bon, si, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Vas-y. Deux réactions, deux thèmes. Sur l'écoféminisme. Baisse ton masque qu'il puisse bien entendre. Sur l'écoféminisme, bon, moi je suis un peu agacé parce que dans l'histoire, la place des femmes, elle a toujours été en dessous de celle des hommes. La majorité des sociétés sont patriarcales. Lorsqu'on parle de société de matriarcat, au mieux, ce sont des sociétés très rares où les femmes arrivent à équilibrer le pouvoir des hommes par d'autres biais qui l'équilibre. Et c'est pas, elles ne sont jamais dessus ou très rarement. Il y a deux sociétés apparemment dans le monde où ça existe en histoire. Donc l'écoféminisme, bon, moi je suis un homme et j'ai une partie féminine en moi, je ne fais pas exclure de la solution écoféministe pour sauver la planète. Alors deuxièmement, je voudrais demander à l'auteur s'il connaît ce personnage qui s'appelle Murray Bookchin. B-2-O-K-C-H-I-N. C'est un Américain qui est décédé il y a quelques dizaines d'années. Il est porteur de ce qu'on appelle une écologie sociale. C'est un libertaire par la voie de l'écologie. A dénoncé la domination, les principes de domination de l'homme par l'homme qui sont à l'origine de la souffrance qu'on impose à la planète. Donc, il y a la dimension scientiste qui dit que pour s'émanciper, pour construire une société évoluée, il faut dominer la planète. Et ça, le capitalisme le fait très bien, mais le socialisme réel l'a fait aussi très bien. Et il y a une dimension mystique qui dit qu'on n'est que des primates parmi d'autres et qu'on doit se laisser dominer par la nature et s'adapter à ce que dans les deux cas, dans les deux extrêmes, il y a une domination. Et pour en sortir, il faudrait sortir de la domination de l'homme par l'homme et réaliser une autre société différente à refaire. Ça a été déjà testé, je termine là-dessus, dans un petit peuple qui s'appelle les Kurdes. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été les Kurdes ici à Bordeaux, qui sont de la femme pour avoir des papiers. À l'époque, leur parti, le PKK, était très stalinien. Leur leader a été arrêté par les Turcs et en prison, Chalam a lu des bouquins, dont ce personnage. Il s'en est inspiré et le parti, le PKK, a adopté une motion qu'ils ont pu mettre en œuvre dans le nord de la Syrie, dans le Rojava. Et jusqu'à ce qu'ils soient saccagés par l'armée turque de Erdogan, ils ont mis en place dans cette région-là ce qu'on appelle une sorte de municipalisme libertaire. Il y a des limites des municipalités, et ça a permis, entre autres, dans une région du monde, le Moyen-Orient, où il y a un patriarcat historique très fort, d'avoir une place des femmes dans ces régions assez intéressante. Et d'avoir aussi des municipalités gérées par des gens qui ont des traditions familiales et religieuses différentes et qui arrivaient en harmonie à élever leurs enfants dans les mêmes écoles. Voilà, ça, bon, jusqu'au saccage des derniers mois par l'armée de Erdogan. Voilà, c'est juste pour dire que, est-ce que vous connaissez Murray Bookchin? C'est l'écologie sociale et une solution alternative avec les limites du municipalisme. Bon, merci Christian. Gauthier, on te laisse le mot de la fin si tu veux avoir une dernière réaction. Oui, alors sur la question de Murray Bookchin, je le connais, mais mal. Enfin, je le connais de loin, on pourrait dire. Je pense que c'est une contribution très intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était voulu, mais vous avez parlé de l'histoire que vous avez racontée sur le leader du PKK qui a lu ses ouvrages en prison, plus
Vous avez dit avant d'être saccagé par les Turcs. En début de semaine, je suis allé voir une pièce qui s'appelle justement Saccage à Paris, qui est mise en scène par Judith Bernard, que je recommande hein, à ceux qui ont l'occasion d'aller la voir. Très, très bonne pièce. Et qui justement aborde l'influence de Murray Bookchin sur la lutte qui est aujourd'hui menée dans le Rojava. Sur sa théorie, je ne la connais vraiment pas dans les détails, donc j'aimerais pas m'aventurer, mais je pense que c'est une question très intéressante, surtout qui permet de rentrer en dialogue avec le biorégionalisme, ce genre de théorie de relocalisation, et où il évite certains pièges réactionnaires qui sont rattachés à des projets de relocalisation. Donc, je ne vois pas de raison de s'opposer. Après, stratégiquement, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser, mais ça m'a l'air d'être une contribution qui est très, très intéressante. Juste un élément, juste attirer votre attention sur une contribution de Vincent Taconnet qu'il a faite aux dernières rencontres d'Espace Marx l'année dernière en décembre et qui est disponible sur la petite chaîne YouTube d'Espace Marx. Donc vous pourrez écouter aussi ce qu'il a dit sur le travail de Chaland à partir évidemment de ce que vous avez indiqué à l'instant. Bon. Est-ce que ça peut être le mot de la fin? Oui. Bon, mais merci Gauthier, c'était extrêmement intéressant. Encore merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Merci à Dominique. Voilà. Merci à toi. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis, bon, pour ce soir, pour ceux qui en ont encore envie, à partir de 19h, la conférence de Yvan Quignou, qui a lieu sur Internet. Ah, d'accord.